Et si, pour ouvrir cette nouvelle saison de Blow Up, la 14e, eh oui quand même, nous parlions de machines et de cadences, d'ouvriers et de patrons, bref, d'usines au cinéma. Car des usines au cinéma il y en a, et pas seulement dans le Métropolis de Fritz Lang, des usines en documentaire dans Humain trop humain de Louis Malle, ou en fiction dans Mia Madre de Nanni Moretti, des usines en noir et blanc dans La liste de Schindler, ou en couleur dans Toys, des usines à l'extérieur dans Théorème, ou à l'intérieur dans La Grève, des usines au masculin dans The Voices, ou au féminin dans We Want Sex Equality, des usines monotones dans La Salamandre, ou un peu moins dans La Belle Américaine, des usines de sidérurgie dans Voyage au bout de l'enfer, de plastique dans Mon oncle, de chaussures dans Les amours d'une blonde, d'armes à feu dans Lord of War, de voitures dans Blue Collar, de lingerie dans Jambon Jambon, de prothèses d'un nouveau genre dans La montagne sacrée, de peur d'enfants recyclée en énergie dans Monstres et compagnie, de nourriture plutôt appétissante dans Charlie et la chocolaterie, moins appétissante dans L'aile ou la cuisse, ou encore moins appétissante dans Soleil vert, bref, des usines au cinéma en veux-tu, en voilà, qu'elles soient en activité dans 8 heures ne font pas un jour de Fassbinder, à l'abandon dans L'usine de rien de Pedro Pigno, ou un peu entre les deux dans Adieu Gary de Nassim Amaouche avec Jean-Pierre Bacry et Yasmine Belmadi, de quoi bien évidemment faire un petit point sur la question, et par contre, on vous prévient tout de suite, il est fort probable qu'en seulement 20 petites minutes, nous ne parvenions pas à citer les 200, 300, 400 films existants sur la question. Et pour commencer, revenons au cinéma des premiers temps, et même des tout premiers temps, car c'est connu, ce que l'on considère aujourd'hui comme le premier film de l'histoire, la sortie de l'usine Lumière à Lyon, filmée par les frères Lumière en 1895, montre la sortie des ouvriers de l'usine Lumière à Lyon. À part ça, quelques années plus tard, dans les années 20, de nombreux cinéastes pionniers ont filmé l'usine sous la forme documentaire, en Russie avec Dziga Vertov dans L'homme à la caméra, qui montre une ville, Odessa, vivant au rythme de ses usines, avec en ouverture l'Aube, la ville endormie, et ses usines aussi, et puis l'instant d'après, le réveil de la ville et le réveil des machines. Sinon à la même période, citons également le premier documentaire du néerlandais Joris Ivens, Symphonie industrielle, qui s'intéresse lui aux usines de radio Philips, en montrant déjà une certaine pénibilité au travail, un travail routinier qui a inspiré à Charlie Chaplin, dans Les temps modernes, exemple iconique, cette célèbre ouverture avec une métaphore tout à fait limpide. C'est que l'usine est bien évidemment souvent, toujours décrite au cinéma comme un lieu déshumanisé, et les réalisateurs n'ont cessé de multiplier les choix esthétiques pour le souligner. Succession de gros plans courts, visage, machine, dans La classe ouvrière va au paradis, musique anxiogène d'Ennio Morricone à l'appui, mais aussi long plan fixe d'un complexe industriel sous la neige en Chine, dans À l'ouest des rails de Wang Bing, l'usine comme un lieu fantôme, gelé, englué, mais aussi dans Coup pour coup de Marine Karmitz, ces travelling glaciales qui balayent les murs d'une usine assimilée à une prison. On est bien obligé d'accepter. Dans la région, il n'y a pas de boulot. Ou encore en ouverture de Rosetta des frères Dardenne, la rage d'Emily Dequesne, filmée dans le chaos, caméra au point. Et puis, le bruit des machines, assourdissant évidemment, par exemple dans le Sympathy for Mr. Vengeance de Park Chan-wook, avant un silence bienvenu à la pause. Des conditions de travail éprouvantes donc, et qui ont du coup, sur les ouvriers et les ouvrières, d'inévitables répercussions psychologiques, par exemple sur Kati Outinen, dans La fille aux allumettes d'Aki Kaurismäki, plongée dans le mutisme à son usine, mais aussi au dehors dans le tramway, ou de retour chez elle. Une idée de l'aliénation de l'usine, que l'on retrouve aussi, mais cette fois par ricochet, dans le Eraserhead de David Lynch, avec ce personnage Jack Nance, qui vit dans un décor d'usine et en est visiblement affecté.
un peu comme Monica Vitti dans Le désert rouge, dont le comportement trouble et désorienté pourrait peut-être, pourquoi pas, s'expliquer, ce plan le montre en tous les cas, par la présence d'une usine voisine. Alors beaucoup, au cinéma, tentent de s'échapper de l'usine, et notamment par la musique, comme Michael J. Fox dans Light of Day de Paul Schrader, qui travaille dans une usine de métallurgie de jour et qui se produit dans un groupe de rock avec sa sœur Joan Jett de nuit. Un peu comme Eminem dans 8 Mile, qui manipule les tôles de voiture à l'usine, tout en travaillant son flow en vue de battle en public après le travail. Et puis il y a bien sûr Björk dans Dancer in the Dark, qui fuit son quotidien à l'usine en s'imaginant dans une comédie musicale avant d'être inéluctablement rattrapée par la réalité. C'est que l'accident à l'usine n'est jamais loin, comme le constatent les ouvriers sous pression des camarades de Mario Monicelli avec ce drame inaugural dans une usine de textile à Turin, ou comme le constate plus récemment Christian Bell dans The Machinist, trop malade pour empêcher l'accident de son collègue. Enfin, un drame peut-être moins spectaculaire, mais finalement plus sourd, le licenciement, avec différentes façons de le vivre, la colère pour Isabelle Huppert face à Michel Piccoli dans Le Passion de Jean-Luc Godard, mais aussi la bravade et un certain panache avec Patrick Devers dans Coup de tête, ou encore la résignation, celle du père licencié dans Ressources humaines de Laurent Cantet, avec cette image saisissante, un ouvrier jusque-là mutique à son usine et désormais mutique à la maison, enfermé dans l'embrasure d'une porte. C'est sûr que si on a cette lettre, on pourra bouger, mais tu sais ce que tu risques, hein? Mais quoi d'autre? Eh bien l'histoire de l'usine au cinéma est aussi bien évidemment une histoire de lutte. Une lutte tout d'abord individuelle, comme celle du documentariste Michael Moore dans son premier film, Roger et moi, dans lequel il cherche à rencontrer Roger Smith, PDG de General Motors, qui vient de licencier 30 000 personnes dans une usine à Flint. Et effectivement, une brève rencontre, volée, aura bien lieu sur la fin. Un documentaire qui a servi de modèle à François Ruffin pour son film Merci Patron, dans lequel il cherche lui à rencontrer Bernard Arnault, patron de LVMH, sans par contre parvenir à aller plus loin que la simple réunion d'actionnaires. Mais sinon, bien sûr, la lutte à l'usine est collective, avec en premier lieu la création de syndicats, comme on peut le voir dans Joe Hill de Bo Widerberg, avec la naissance plutôt houleuse du syndicat Industrial Workers of the World, dans l'Amérique du début du XXe siècle. What about our rights? We get no rights. We're treated like dirt. Et puis les grandes grèves, que le cinéma documentaire a beaucoup filmées, ne serait-ce que celle-ci, à l'usine de Rodiaceta à Besançon, en 1967, captée par Chris Marker et Mario Marais, dans À bientôt j'espère, qui préfigure d'une certaine façon les grandes grèves de mai 68. Les ouvriers de 4-8 ont réagi et ont débraillé. Et puis, face aux grèves, des dirigeants parfois dépassés, comme celui de La cicatrice de Christophe Kieślowski, qui assiste à l'arrêt du travail de son usine dans une ambiance presque irréelle. Et puis, la confrontation, patron-ouvrier, moment phare de tout film se déroulant à l'usine, que cette confrontation soit filmée de façon très réaliste par Stéphane Brisé, dans En guerre, avec la complicité de Vincent Lindon. Quand ça vous arrange plus, quand c'est fini, il n'y a plus d'accord. C'est pareil. Si c'est pareil, dites le contraire. Non. C'est pareil. C'est absolument pas la même chose. Ou que cette confrontation soit plus fantaisiste, dans Je sais rien mais je dirai tout de Pierre Richard, avec la complicité de Bernard Blier. Ne formons-nous pas, surtout vous, une grande chaîne de fraternité prolétaire? Non, vraiment, camarades, pourquoi une grève? Sinon, le cinéma a aussi montré la séquestration du patron, en tous les cas Jean-Luc Godard et Jean-Pierre Gorin, dans Tout va bien, slogan hostile au patronat à l'appui. Et puis hors catégorie, il y a Yolande Moreau dans Louise Michel, qui a une solution plus extrême à proposer à ses camarades. On t'écoute, Louise. Parce qu'avec 20 000 €, on pourrait faire buter le patron par un professionnel. Encore faut-il trouver un tueur à gages à la hauteur, ce qui va s'avérer plus difficile que prévu. Monsieur!
Vous avez perdu quelque chose? Enfin, autre solution, et cette fois plus pacifique, celle des ouvriers du film de Gilles Perret reprise en main, créer un fonds de pension et tenter de racheter son usine en commençant par convaincre les banques lors de réunions Skype plutôt insolites. C'est parfait. Alors à très bientôt, messieurs. À bientôt. Tout à fait. Bientôt, merci. Bon, au revoir, bien sûr. Au revoir. Mais encore. Eh bien, on s'en voudrait de ne pas évoquer un autre danger lié à l'usine, le recyclage des déchets. C'est le sujet du récent Rouge de Farid Bentoumi, dans lequel Zita Enro enquête sur les déchets d'une usine chimique et découvre au cœur de la forêt l'ampleur du scandale. Alors là aussi, des plans secrets s'élaborent, notamment pour les collégiens de la petite bande de Pierre Salvadori, qui fomentent la destruction d'une usine toxique en Corse. C'est celle de ton père? Ouais, je les ai piqués à la caserne. Mais bientôt, enquêter sur ces questions s'avère dangereux, comme s'apprête à le constater Meryl Streep dans Le Mystère Silkwood, employée d'une usine de plutonium et bientôt victime d'un étrange accident de voiture qui, tel Icare, se brûle les ailes en s'approchant trop près de la vérité. Enfin, terminons ce tour d'horizon par l'usine comme décor, et notamment pour de mémorables scènes sous haute tension. On se souvient par exemple de l'arrestation d'un suspect à son usine dans Memories of Murder de Bong Joon-ho, tout en travelling et silence inquiétant. On se souvient également d'un imminent suicide du haut d'une usine dans le Kairo de Kiyoshi Kurosawa, mais bon, n'allons pas plus loin. Et puis on s'affronte aussi dans les méandres et les circonvolutions d'une usine, notamment à la fin de L'Enfer est à lui, policier d'un côté et James Cagney et sa bande de l'autre. Sinon la chaîne de montage, ici de voitures futuristes, dans Minority Report, est aussi très efficace pour accompagner les combats au corps à corps. Et puis une scène de poursuite que nous aimons tout particulièrement dans Terminator le premier, Michael Biehn et Linda Hamilton poursuivis par le T-800 qui se réfugient dans une usine et ont la bonne idée d'allumer toutes les machines afin de brouiller les pistes et ainsi désorienter le cyborg. Enfin, pour finir sur une note peut-être moins anxiogène, évoquons les rapprochements sentimentaux, car ceux-ci sont possibles à l'usine. Un échange de regards timides entre Montgomery Clift et Shelley Winters dans Une place au soleil. De premiers échanges, pour l'instant peu concluants, entre Michael Nouri, le patron, et Jennifer Beals, l'ouvrière, dans Flashdance. Enfin, parfois, la concrétisation se fait à l'usine, en tous les cas dans ce vieux rêve qui bouge d'Alain Guiraudy, avec réparation d'un gros cylindre et coude gauche baladeur. Ou une concrétisation à l'usine encore plus explicite dans le déjà cité 8 Mile, mais arrêtons-nous là tout de suite avant de se faire censurer une nouvelle fois sur YouTube. Bref, si on ajoute le Joker Jack Nicholson, qui chute dans une usine de produits chimiques verts dans le Batman de Tim Burton, et Louis de Funès, qui chute dans une usine de chewing-gum vert dans Rabbi Jacob, on peut dire que l'usine au cinéma est vraiment partout, surtout si on ajoute, tiens, Louis de Funès, encore et toujours, transformant le foyer familial en usine dans la zizanie, aux grandes dames de sa femme Annie Girardot. Et tout ceci nous a, comme d'habitude, donné des envies de classement. C'est donc parti pour notre traditionnel top 5 subjectif, le premier de cette 14e saison de Blow Up, celui des meilleures scènes liées de près ou de loin à l'usine au cinéma, en tous les cas pour nous. Notre numéro 5, commençons par Norma Ray, que réalise Martin Ritt en 1979 avec Sally Field, syndicaliste dans une usine de textile de Caroline du Nord, avec cette scène clé, moment de bascule du film, le début d'un élan collectif à l'usine, après un énième conflit avec la direction, une scène que voici dans sa longueur, car évidemment ici, c'est bien la durée qui fait la force de la scène.
Notre numéro 4 est un cas quelque peu unique dans l'histoire du cinéma, les groupes Medvedkin, nés à Besançon et Sochaux. L'histoire commence en 1967 avec le déjà cité « À bientôt j'espère », dans lequel, rappelons-le, Chris Marker et Mario Marais filment la grève de l'usine Rodiaceta de Besançon, mais lorsque les deux cinéastes montrent leur documentaire aux ouvriers, ceux-ci le trouvent bien trop romantique. Marker, Marais et quelques autres cinéastes et techniciens décident alors de former les ouvriers eux-mêmes aux techniques cinématographiques afin qu'ils réalisent eux-mêmes leurs propres films. Les groupes Medvedkin sont nés, collectifs d'ouvriers cinéastes pour une poignée de films militants étonnants, par exemple ce Rodia 4-8 détaillant le quotidien à l'usine sur la voix de Colette Mani et dont voici un petit échantillon. Mardi, mercredi, 4h, 12h. Jeudi, vendredi, 12h, 20h. Samedi, dimanche, lundi, 20h, 4h. Repos jusqu'au jeudi matin. Juste le temps d'effacer la fatigue pour retourner au travail. Plein d'entrain. Merci Ron Poulenc, trust de la chimie, premier groupe financier français, c'est grâce à toi qu'on peut s'embourgeoiser. Un dimanche sur 4 toute l'année, à la Rodiaceta. Notre numéro 3, à nouveau un court-métrage, mais bien différent, La Fonderie, que réalise Aki Kaurismäki pour le film collectif Chacun son cinéma, autour de la salle de cinéma, commandé par le Festival de Cannes dans les années 2000, avec cette idée limpide des ouvriers dans une usine en Finlande, le dur labeur dans le bruit et la chaleur, avant la pause bienvenue dans une salle de cinéma improvisée, avec un film projeté qui ne doit bien évidemment rien au hasard. Edistyksen voima tulee, vanhan vallan murskaamaan. Moni silloin joutuu tuleen, heinon syttyy palamaan. Virkistävällekin huoleen, kunnes lamaantuneet kuolee. Lamaantuneen tuhka kootaan, sanko taikka tynnyriin. Pannaan purkkiin taikka lootaan, vielä sekoitetaan ruutiin. Upotetaan meren pohjaan, tule tänne paikan ohjaan. Notre numéro 2, Le Chant du Styrène, court-métrage décidément, que réalise Alain Resnais à ses débuts en 1958 pour les usines Péchinet, rythmé par la musique de Pierre Barbeau et par un poème en alexandrin de Raymond Queneau, récité par Pierre Dux, un film comme un tour de force, fascinant et poétique encore aujourd'hui. Pour entrer dans la buse, il fallait le piston et le manchon chauffant, ou le chauffant manchon, auquel on fournissait quoi? Le polystyrène, vivace et turbulent, qui se hâte et s'égrène. Et les seins granulés sur le tamis vibrant fourmillaient tout heureux d'un si beau colorant. Enfin, notre numéro 1, nous tenions à terminer ce top par un film jamais cité dans Bleu Up et qui nous a pourtant marqué à la fin des années 90, La vie rêvée des anges d'Éric Zonka, avec Élodie Bouchez, couturière sous pression au début du film, qui s'échappe bientôt de son quotidien pour tenter de mener une vie plus libre, avant d'être finalement rattrapée par le travail, avant un imminent travelling qui va balayer les rangées de l'usine. Une conclusion pessimiste certes, avec pourtant une touche d'espoir, même discrète, car le travelling lancé sur ses rails va bientôt s'arrêter. Sur chaque ouvrière anonyme,
lesquels parviennent à imprégner la pellicule malgré tout, volant du temps à la mécanique, impossible à complètement effacer, le tout sur la musique de Yann Tiersen, élevé par la voix céleste de Claire Pichet.